Bonjour YouTube, ici Largo pour la suite des aventures dans Cyclades, un épais livre, ma foi, plein de bonnes surprises, très très bien écrit, avec des références marquées donc, à la mythologie grecque. Et de toute évidence, c'est un souci de l'auteur d'avoir respecté la mythologie grecque. Donc je rappelle que nous sommes poursuivis par un espèce d'oiseau un peu plus gros, hein, une espèce de mandragore, quelque chose dans le style, on le saura. Et j'ai le choix entre me diriger vers un village virer vers les pêcheurs ou vers l'îlot. Alors je choisis les pêcheurs. Je n'ai pas changé mon choix par rapport à la dernière fois. 264. Vous avez bien conscience d'attirer le danger sur les pêcheurs si le monstre vous découvre parmi eux. Vous vous demandez fugitivement comment il est d'ailleurs capable de vous retrouver et de vous identifier avec certitude. Toujours est-il que seul compte votre survie dans l'immédiat. C'est donc sans scrupule que vous vous approchez des 4 autres embarcations avant de jeter l'ancre à proximité. Réduisez d'1 point votre total d'héroïsme. C'est pas grave, j'ai 0. Dans l'une d'elles se tient un adolescent qui montre du doigt à son père la terrible forme volante. Personne ne fait attention à votre arrivée ou n'y prête intérêt, car la mort en personne sillonne le ciel en quête de sa proie. Vous ignorez si la bête tricéphale se doute de votre présence au milieu de la flottille, car ses circonvolutions aériennes ne laissent aucun indice quant à ses intentions. Elle demeure de plus à une altitude raisonnable. Vous pouvez rester immobile à surveiller ou vous glisser dans l'eau et y demeurer en immersion le plus longtemps possible. Je vais me glisser dans l'eau. Je vais au 36. Alors, 36. J'espère que j'ai fait le bon choix. Votre bain de mer est tiède en ces eaux peu profondes et vous comptez bien y demeurer invisible, interrompant de temps à autre votre apnée seulement pour reprendre un peu d'air sous couvert de la coque. Mais la chance n'est décidément pas de votre côté aujourd'hui, car un autre danger, bien moindre certes, vous menace à quelques coudées plus bas. Déjà fort irritée par les remontées de casier à proximité de son antre, une vieille murène observe votre agitation aquatique. Elle se détend soudain et vous agrippe la cheville en y enfonçant cruellement ses dents pointues. Vous la repoussez d'un violent coup de pied, remontez en toute hâte dans votre voilier, puis bandez comme vous pouvez la blessure qui ne cesse de saigner. Diminuez d'un cran votre niveau de santé. Alors, j'étais à combien? Eh bien, voici ma petite feuille de personnage. J'étais dans la moyenne. Et donc, j'ai déjà -1 aux épreuves. Ce n'est pas bon du tout. La chimère est en train de s'éloigner à tire d'aile vers le sud et n'assiste pas à votre mésaventure. Une fois que les pêcheurs se sont remis de leur frayeur, ils s'enquièrent de votre état, mais vous les rassurez aussitôt afin qu'ils ne retardent pas votre départ. Rien ne vous importe plus désormais que de mettre une bonne distance entre le monstre légendaire et vous-même. Retournez à la section navigation. Alors, la section navigation, j'avais déjà, sauf erreur, rajouté mes points. Donc, l'événement est passé, donc j'arrive à destination. Vérifiez votre niveau d'errance. Si la nuit est à présent tombée, eh bien ce n'est pas le cas. Je suis juste en début de journée, donc au 24. Alors, je me rendais vers Délos. Délos, où est Délos? C'est au dos, tout simplement. Donc c'est ici, à la recherche du bouclier d'Athéna. Donc 611. Alors quand je vois l'épaisseur de ce bouquin et la longueur des paragraphes par rapport donc à la cité sans nom, on ne va pas revenir dessus. J'ai mis un pouce rouge.
Vous approchez de deux îles minuscules séparées par un étroit bras de mer. La plus grande des deux se nomme Rhénée, plate, aride et inhabitée. Elle ne présente strictement aucun intérêt. Plus à l'est, Délos est par contre connu pour son culte dédié à Apollon. Cette terre émergée serait celle choisie par Zeus pour y accueillir l'une de ses nombreuses maîtresses, la titanide Leto. En grand danger de subir le courroux des rats, elle a pu ici y mettre au monde, y élever en sûreté les jumeaux Apollon et Artémis. Depuis cette lointaine époque, le plus grand temple dédié au dieu des arts a été édifié sur la rive d'un lac sacré et d'une congrégation de fidèles y réside. Chargé d'accueillir et d'héberger les nombreux pèlerins venus à pied de Delphes, puis dans de misérables embarcations, ces femmes et hommes forment une communauté restreinte, mais reconnue, respectée par l'ensemble des dynasties royales. Le rivage vers lequel vous approchez ne présente aucune rade aménagée pour les visiteurs. Sans doute se trouve-t-elle de l'autre côté. Mais une longue plage sablonneuse vous paraît très accueillante à cet endroit. Aussi y échouez-vous votre voilier sans crainte d'endommager la coque. Votre exploration ne dure guère. La traversée d'un boctou d'amandier vous donne accès à une douce cuvette intérieure occupant la quasi-totalité de l'île. Un lac paisible miroite en son centre et deux constructions splendides ont été édifiées sur la berge opposée de cette étendue d'eau. Les dimensions du temple d'Apollon n'ont presque rien à envier au palais qui le voisine à quelques 5 stades de distance. À contempler ces nobles bâtisses taillées dans la pierre à chaux et le marbre luxueux, vous n'avez aucune peine à croire qu'elles ont été érigées sur demande du maître des Olympiens. Rendez-vous au 71 si le soir est tombé, ou au 525 si il fait encore bien jour. Alors, 525. Vous descendez jusqu'à la berge du lac dont la surface vous apparaît floue sous l'effet de l'intense chaleur. Prenant soudain conscience de la poussière qui forme une couche de crasse sur toutes les parties exposées de votre corps, vous estimez qu'un bain d'eau douce ne serait pas du luxe. Vous commencez à ôter vos vêtements quand une dizaine de personnes des deux sexes confondus émergent du temple. Même s'ils n'ont pas encore repéré votre présence, vous suspendez immédiatement tout effeuillage. Le groupe débat avec animation, mais garde enthousiasme. Comme l'un d'eux risque forcément de vous apercevoir tôt ou tard, vous vous approchez avec l'intention de vous présenter. Quelques regards se tournent vers vous, mais à votre surprise ne se montrent aucunement distraits par votre arrivée. Tous sont revêtus de la toge teinte en bleu caractéristique des fidèles d'Apollon. Vous parvenez aux abords de leur cercle pour comprendre l'objet de leur débat et, accessoirement, guetter une occasion d'intervenir. Les prêtres redoutent une attaque imminente. Cette nuit, même, à en croire le doyen du groupe, certains parlent de se battre pour défendre le sanctuaire, d'autres de se réfugier en attendant que passe l'orage. Les plus alarmistes rappellent la prophétie qui évoque l'extinction de leur communauté lors de cette lune. Une femme aux longs cheveux gris, debout à vos côtés, daigne soudain se préoccuper de votre présence. Vous arrivez au mauvais moment, vous souffle-t-elle. Vous feriez mieux de repartir tout de suite, avant qu'ils arrivent. Son regard triste vous fait froid dans le dos. Elle reporte à nouveau son attention sur le principal orateur sans attendre une réplique de votre part. Vous pouvez vous rendre au palais ou chercher à rassurer ces âmes torturées. Je vais chercher bien sûr à les rassurer. 266. Pas facile d'intervenir car le débat devient houleux.
en particulier entre le doyen et une femme solidement charpentée. Comme la tension ne fait qu'augmenter chez les participants, vous jouez un peu les coudes pour vous poster au centre du cercle. Votre irruption interrompt aussitôt la dispute, mais des grondements mécontents lui succèdent. Sans chercher pour le moment à réclamer des explications supplémentaires, vous entamez un bref discours martial destiné à redonner du baume au cœur, du genre de celui qui est entendu et prononcé dans toutes les armées à l'aube d'une bataille décisive. Vous vous trouvez cependant ici en présence non pas de soldats, mais d'adeptes qui craignent avant tout pour leur vie. Saurez-vous effacer par de simples mots leur panique naissante? Effectuez une épreuve diplomatique de difficulté 7, puis rendez-vous au 238 si elle est réussie ou au 168 si elle n'est pas couronnée de succès. Alors malheureusement, j'ai -1 à toutes les épreuves et en général, la reine n'est pas particulièrement douée en diplomatie, donc ça promet. Donc je rappelle que j'ai 0 donc en diplomatie. Donc 7 -1 parce que je suis amoché. C'est raté. « 168. Ça sent pas bon. Deux ou trois adeptes d'Apollon, déjà disposés à se battre, saluent votre intervention par de timides approbations. Mais la majorité ne semble guère convaincue. Il vous est rétorqué, en substance, que vos paroles sont creuses, puisque vous ignorez tout du péril qui les menace. Vous en profitez pour demander des détails sur ces mystérieux assaillants. « Allez vous présenter au palais », répond alors le doyen d'un ton plus aimable. « La noble et généreuse Leto saura vous accueillir en sa demeure. Si elle le juge bon, elle vous éclairera sur notre triste sort. » Sur ces paroles quelque peu sibyllines, le groupe se disperse. Certains regagnent le temple, tandis que d'autres prennent le chemin du palais. Vous suivez le conseil et emboîtez donc le pas à ces derniers. Augmentez votre total d'errance d'1 point, puis rendez-vous au 490. Alors, total d'errance d'1 point, puis 490. Excusez-moi, j'ai de la logistique à faire. Donc je passe à 25. Alors on a dit 490. Le palais de Délos forme un carré approximatif surmonté d'une terrasse crénelée. De hautes ouvertures percent à intervalles réguliers ces murs épais, tandis qu'une esplanade couverte et agrémentée de larges colonnes doriques précède l'entrée principale, un porche en demi-lune dont le fronton s'orne d'une multitude de sculptures délicatement ciselées. Vous vous arrêtez avant de franchir l'arcade pour contempler la cour fermée qui jouxte la bâtisse sur son flanc sud. Les murs couverts de lierre ne vous permettent pas d'en admirer les jardins. Mais comment rater le colosse des Naxiens qui dépasse l'enceinte du haut de ses 20 coudées? Même s'il est dominé par 3 majestueux palmiers qui semblent vouloir le protéger de la pluie et du soleil, la finesse des traits d'Apollon et la blancheur irréprochable du marbre dans lequel il est façonné vous figent d'admiration. Vous finissez enfin par reprendre vos esprits et vous approchez des portiers en faction devant l'entrée principale. Ces 2 soldats ne vous impressionnent guère, avec leur plastron léger comme unique protection et leur épée courte encore à la ceinture. Une fois votre identité déclinée, ils vous laissent pénétrer dans le palais sans plus de difficulté. La salle dans laquelle vous avancez surprend par ses dimensions. Même si 3 couloirs et autant d'escaliers en partent pour desservir la terrasse, les sous-sols
et les parties attenantes, vous estimez qu'elle doit occuper la moitié du bâtiment à elle seule. Aussi bien meublé que de longues tablées, aussi bien meublé de longues tablées que de rayonnage garni de tablettes ou de volumina, réchauffé en certains endroits par d'épais tapis et éclairé ici par des torchères, là par des brassereaux béants, elle constitue à l'évidence le cœur et le poumon du palais. Une dizaine de fidèles d'Apollon entourent la femme la plus grande qu'il vous a été donné de voir, et de très loin. Telle une mère au milieu de sa progéniture, la titanide Leto domine les simples mortels du haut de ses 8 coudées. Nonobstant sa taille extraordinaire, la maîtresse des lieux présente par ailleurs une allure somme toute classique. Une luxuriante chevelure d'ébène retenue par quelques barrettes nacrées, une robe à ceinture la couvrant aux épaules, aux chevilles, des épaules aux chevilles, qui dissimule mal une silhouette aux proportions harmonieuses, le visage serein d'une femme qui aurait dans les 35 printemps pour l'ingénu oublieux de son identité. L'assemblée se tourne vers vous dans un même mouvement. L'ancienne maîtresse de Zeus vous invite aussitôt à approcher et à vous présenter, ce que vous accomplissez en prenant soin dans un premier temps de taire le motif exact de vos pérégrinations maritimes. La présence de trop nombreuses oreilles n'est pas de nature à vous inspirer confiance. Le front de Leto s'est couvert de rides soucieuses au fil de votre court récit. Elle couvre du regard ses ouailles aux mines assombries, hoche la tête, puis plie sans cérémonie un genou à terre pour vous faire face. En temps normal, je me ferais un plaisir de t'accorder l'hospitalité, mais tu cours un grand danger en venant ici. Vois-tu, la reine de l'Olympe me voue une haine féroce depuis que j'ai enfanté de mes jumeaux. Les pouvoirs de leur père m'en ont jusqu'alors préservé. Malgré toute sa puissance, elle ne pouvait me porter atteinte tant que je me trouvais à l'abri sur Délos. Tant qu'elle vous parle, vous tombez en fascination devant les gemmes géantes qui ornent ses boucles d'oreilles, longues comme des poignards. Chacune de leurs facettes colorées reflète à l'infini l'éclat des torches du hall. Or, le sortilège de Zeus vient de s'achever, sans doute vaincu par le temps. Une augure est venue me prévenir que son épouse avait invoqué une armée de nécropaïs, ces enfants mort-nés dont elle recueille l'âme pour leur éviter les enfers. Sa prophétie est sans ambiguïté. Ils vont venir ce soir et ils ne connaîtront pas la pitié si leur maîtresse leur a demandé de tous nous tuer. Nous allons devoir nous battre pour nos vies. Tu vois combien tu arrives au mauvais moment. Je peux me battre avec vous. Le magnétisme surnaturel qui émane de cet immortel n'est pas étranger à votre proposition impulsive. Celle-ci a le don de lui faire écarquiller les yeux de surprise. Elle consulte à nouveau du regard les disciples de son fils, se redresse en lissant le bas de sa robe, puis vous adresse un triste sourire. Il est certain que ton bras nous serait d'une aide précieuse, mais pour être franche, je crains que nous n'ayons que peu de chance de survivre à cet assaut. Tu ferais mieux de partir tant qu'il en est encore temps. Vous pouvez suivre ce conseil ou insister pour défendre Leto contre le courroux des rats. Dans ce dernier cas, rendez-vous au 443. Je vais bien sûr insister puisque j'ai besoin du bouclier des rats qui doit se trouver quelque part. 443, bien sûr. Leto s'incline finalement avec un chaleureux sourire devant votre insistance à vouloir les aider. Quelques-uns parmi les plus jeunes disciples manifestent alors leur joie par des vivats, ou même par des tapes dans votre dos. Votre présence à leur côté ne modifiera peut-être pas le sort de la bataille, mais aura au moins eu le mérite de leur passer du baume au cœur. Si l'armée de Nécropaïs doit attaquer l'île cette nuit même, il ne vous reste que peu de temps avant le début des hostilités. Comme il serait vain de commander aux défenseurs de se reposer, alors que la tension ne fait que monter à l'approche du crépuscule,
Vous comptez mettre à profit les quelques heures qui vous restent. Rendez-vous au 546 si vous avez coché le nom de la muse de l'histoire Clio. Alors ça, je vais le noter. Je vous demande 5 secondes. Alors, sinon, vous pouvez vous occuper des prêtres, totalement néophytes dans l'art du combat, ou parcourir le palais pour en consolider les défenses. Alors, je vais plutôt consolider les défenses. 424. L'esplanade couverte qui précède l'entrée principale sera quasiment impossible à défendre si l'adversaire est très supérieur en nombre, comme vous le redoutez. Il faudra poster quantité de défenseurs directement sous le porche, en compagnie des 2 soldats de faction, les seuls combattants de métier présents sur l'île. Un large corridor dans le mur sud donne directement dans la cour sainte dominée par le colosse des Naxiens et les vénérables palmiers. Le magnifique jardin est protégé de tous côtés par un mur plus haut qu'un homme. Cet obstacle ralentira considérablement les assaillants qui ne devraient pas prendre le risque de s'y retrouver en position défavorable au moment de le franchir. Vous vous méfiez toutefois, car les arbres du verger pourraient permettre d'atteindre la terrasse en haut du palais s'ils parviennent à s'y faufiler. La cour devra donc aussi être tenue. Les ouvertures secondaires, percées dans les murs est et nord, constituent la dernière voie d'accès potentielle. Une inspection devant chacune d'entre elles vous permet de repérer un trop grand nombre de meubles à l'intérieur des pièces sur lesquelles donnent ces fenêtres. Les prêtres assignés à la surveillance de ces issues risquent d'être gênés par ce fatras. Aussi donnez-vous l'ordre de dégager un peu d'espace pour les combattants. Le palais n'est pas d'une configuration idéale pour soutenir une attaque militaire. Il est toutefois un peu tard pour revenir sur votre décision. Inscrivez dans vos notes le code combustible. Augmentez également d'1 point votre valeur d'errance, puis rendez-vous au 268 si la nuit est désormais tombée, sinon vous avez le temps d'entraîner les fidèles d'Apollon à se battre. Alors je vais noter le code combustible. Combustible. Et j'augmente de 1 le total d'errance, je passe à 26. Bon, donc le soir tombe. Alors, j'ai fait des conneries. J'ai fait plein de conneries. J'ai fait plein de conneries. Donc, merde, le 27 était coché en fait. Le 27 était coché. Alors pour rectifier, on va rectifier. Donc je passais en 28. Je passais en 28 plus 1, donc j'arrive de nuit. Et donc je perdais plus 2. Donc je passais en 30. Et là, je passe en 31. Voilà où on est précisément. Alors je m'excuse pour ces petits problèmes. Donc je vais pouvoir entraîner les fidèles à se battre. 468. Il serait utopique d'espérer changer en soldats ces femmes et hommes de prière dans le court laps de temps qu'il vous reste. En vérité, même si plusieurs années vous étaient accordées pour cette entreprise, vous douteriez fort pouvoir former un bataillon digne de ce nom. Mais quelques conseils sur la façon de tenir une arme ou encore le positionnement du corps face à l'adversaire
peuvent créer bien des différences entre les néophytes absolus et celui qui respecte les consignes de base. Les combattants de fortune vont se défendre à l'aide de solides bâtons de chêne, quelques haches, 2 saris et une poignée de copis vous ont été présentés, mais ils risqueraient autant de se blesser eux-mêmes. S'ils manquent de muscles et d'expérience militaire, les religieux s'avèrent attentifs et concentrés sur vos instructions. Après 2 heures d'un entraînement intense, vous préférez arrêter là avant de totalement les éreinter. Vous pouvez réduire de 1 toute perte dans vos effectifs signalée par la lettre T lors de la bataille à venir. Par exemple, si à un moment le texte indique que 4 prêtres T, alors c'est quoi comme lettre ça? J'ai un peu de mal, peut-être une lettre grecque, ou R majuscule, je ne sais pas, que 4 prêtres R sont morts, seuls 3 auront véritablement péri, j'ai compris. Cet avantage perdure à chaque nouvelle section où cette lettre est présentée. Augmentez votre errance d'1 point, puis rendez-vous au 268 si la nuit est désormais tombée. Sinon, vous pouvez améliorer les défenses du palais. En vous rendant au 424. Alors, la nuit n'est pas tombée, on est au crépuscule, hein, c'est ce que je comprends. Donc je passe au 32. Comme ceci. Le soleil se couche, mais la nuit n'est pas tombée. Donc je peux aller au 424. Alors, est-ce qu'on l'a pas déjà fait? On l'a déjà fait, donc c'est pas la peine. C'est le même paragraphe. Donc 268. L'ensemble des disciples d'Apollon se sont réunis dans la grande salle pour partager un dernier repas en commun en compagnie des 2 soldats de métier et de la mère de leur divinité protectrice. Même si la peur se lit dans les yeux de ces femmes et hommes qui n'ont sans doute jamais usé de violence dans leur vie, votre présence à leur côté ravive leur courage en ces heures sombres. Tous ont la ferme intention d'utiliser les bâtons de chêne qui leur ont été fournis en vue de la bataille. Chacun va tour à tour faire griller de la venaison et des légumes au grand brasier qui flamboie dans l'âtre. Ah, je peux utiliser mon amulette du volcan pour remonter d'un cran. Ça, c'est très bien. Donc je passe. Je récupère un poil. Alors c'est pas super pratique, au moins les crayons à papier, on n'a pas besoin d'avoir un bouchon. Vous recensez un total de 28 disciples, en sus de l'étau et de la paire de garde. Inscrivez dans vos notes le nombre de 28 pour vos effectifs, une valeur dont vous allez tenir compte au cours de la bataille à venir. Les visages sont tendus, les discussions rares et brèves. Un jeune homme ayant troqué sa robe rituelle pour une tunique plus ajustée est envoyé dehors pour guetter des envahisseurs. Vont-ils arriver par la mer? Héra a-t-elle désormais le pouvoir d'invoquer ces mystérieux nécropaïs directement sur l'île? On ne sait pas. Ces interrogations vous traversent l'esprit tandis que vous observez la nuit étoilée par le porche d'entrée. Je vais noter 28. Notez ici, là, sur le bord de l'héroïsme. Mais rien ne bouge au sein des ombres. Les stridulations rythmiques des insectes nocturnes ont quelque chose d'apaisant, rassurant même. Ils ne chanteraient pas ainsi à l'imminence d'un péril. Peut-être même la prophétie est-elle erronée. Dans ce cas, vous risquez d'atteindre ainsi dans l'angoisse en pure perte. Une silhouette se découpe soudain à proximité de la tache argentée formée par le lac. L'éclaireur, il accourt à toutes jambes et hurle à plein poumon. Les fidèles se pressent derrière vous pour comprendre ces paroles, emportés par la brise. Enfin, ces cris
d'alarme deviennent audibles. Ils arrivent, préparez-vous. Rendez-vous au 30. Je suis inquiet, pour tout vous dire. Sachant que je n'ai même pas pu me reposer. La menace se précise au moment où le coureur éreinté vous rejoint. Des dizaines de petites silhouettes serrées les unes contre les autres approchent au pas de charge, telle une nuée de cancrelats chassés de leur nid. Les créatures viennent de dépasser le temple d'Apollon et auront atteint le palais dans moins d'1 minute. Nues et grisâtres comme des cadavres, elles vous évoquent des avortons galopant sur leurs 4 membres chétifs. Mais leurs visages sont tordus par de vilaines grimaces bien trop hideuses et malveillantes pour rappeler celles d'innocents nourrissons. Si ces paroles d'humanité ne sont pas armées, si ces parodies d'humanité ne sont pas armées, leurs doigts se prolongent par des griffes animales, fines et recourbées comme celles des ours. Les nécropaïs babillent d'aigus et incompréhensibles cris de guerre qui gagnent en volume sonore à mesure qu'ils distinguent mieux les visages terrifiés de leurs prochaines victimes. Certains disciples autour de vous commencent en effet à se perdre en prières sans espoir alors que fond sur vous la horde vorace. Celle-ci se déploie pour entourer l'immense bâtisse et vous couper toute retraite. Vous pouvez rester avec le gros des défenseurs pour tenir l'entrée principale, suivre Leto et un groupe de fidèles dans la cour intérieure ou soutenir ceux assignés à la surveillance des ouvertures latérales. Alors, je vais suivre Leto et un groupe de fidèles dans la cour intérieure au 369. 369. Bien que la Lune ne présente qu'un mince croissant, le ciel est tellement clair et les étoiles si brillantes que nul détail du vaste jardin ne vous échappe. Quoique luxuriante, la végétation passe au second plan face à la démesure du colosse des Naxiens et le gigantisme des 3 palmiers qui le couronnent. 6 disciples du dieu des arts entourent Leto à la manière d'une garde rapprochée. Le spectacle incongru de la titanide dominant la poignée d'humains, mais elle-même diminuée par la statue de son fils, vous apporte un troublant sentiment d'insignifiance. Elle vous adresse un bref regard à votre arrivée avant de le reporter par-dessus l'enceinte. Sans doute peut-elle assister aux manœuvres de nécropaïs qui ont entouré la bâtisse. De votre côté, vous ne pouvez vous fier qu'à votre oui et attendre avec inquiétude que le premier d'entre eux ne monte au sommet des murs extérieurs. La rumeur aiguë produite par l'armée des rats enfle. Vos poils se hérissent lorsque s'y mêlent les échos de combat accompagnés de cris de douleur en provenance de l'entrée principale. Vous vous tournez vers la maîtresse de Délos qui répond à votre demande muette d'une voix tendue. Ils attaquent de tous côtés. Ils essaient aussi de forcer le passage par les fenêtres. Une partie entoure la cour, mais ceux-là restent sans bouger pour l'instant. Je ne sais pas s'ils vont essayer de passer par ici. L'inactivité, tandis que l'on se bat ailleurs, vous est insupportable. Mais s'il leur vient l'idée de prendre le jardin d'assaut, ils bénéficieront alors d'accès garde défendus vers l'intérieur où mène le toit en terrasse. Même si la taille de Leto impressionne, vous l'imaginez mal se battre efficacement. Elle n'est même pas armée. Diminuez les effectifs de 4 avant de prendre une décision. Vous pouvez regagner l'entrée principale, rejoindre les défenseurs des ouvertures latérales ou rester en position dans le jardin. Je vais rejoindre l'entrée principale. Donc j'ai perdu 4 fidèles bêtement. Donc 434 et je baisse de 4. Donc je passe à 24, pardon. Alors 434. Grâce au courage et à la ténacité de ses défenseurs, le large porche reste pour l'instant un obstacle de taille à franchir pour les nécropaïs.
Leurs restes éparpillés dans le hall témoignent de la violence des combats. Mais si vous pensiez un instant qu'ils renonceraient à investir cet accès, force est de constater qu'il n'en est rien. Une seconde vague d'assaut se prépare et les grimaces sardoniques que vous adressent les assiégeants laissent penser qu'ils ne sont guère affectés par leur premier revers. Des cris d'alarme en provenance du jardin vous avertissent qu'ils se sont finalement résolus à tenter une attaque également de ce côté. Mais vous n'avez pas le loisir de vous en soucier, car l'armée des rats se rue peu après sur l'entrée principale, diminue de 2 vos effectifs, donc je ne peux diminuer que de 1. Donc ça fait 23. Vous vous campez fermement sur vos 2 jambes, l'arme au clair, afin de recevoir la charge furieuse des bébés difformes. Vous perdez toutefois contenance lorsque les premiers rangs s'écartent pour laisser passer le passage à un monstre couvert de terre, une taupe géante contrefaite aux antérieurs démesurés qui semble avoir surgi à l'instant des profondeurs terrestres. La bête aveugle, plus grosse et puissante qu'un taureau, ne peut être arrêtée en plein élan, même par un expert du combat. Vous entendez confusément un fidèle gémir d'épouvante derrière vous. Allez-vous ordonner un repli à l'intérieur de la salle ou bondir sur le dos de la taupe géante au moment où elle atteindra la voûte? Je vais bondir sur son dos. 155. Vous vous décalez sur le côté tandis que les autres défenseurs perdent pied et s'égayent à l'arrivée de la bête. L'un des 2 soldats taillade courageusement son cuir d'un coup d'épée, mais il est aussitôt balayé par l'une des pattes. Vous profitez de cette occasion pour bondir et vous agripper au pelage rêche. Aiguillonnée par la douleur, la taupe géante s'ébroue et écrase sous sa masse un malheureux disciple d'Apollon. Vous ne lâchez pas prise et parvenez à asséner plusieurs coups vigoureux sur son crâne jusqu'à lui faire rendre l'âme. Les nécropaïs n'ont cependant pas attendu pour investir les lieux. Une mêlée sans merci s'est de nouveau engagée pour le contrôle du porche d'entrée et la diversion causée par la bête d'assaut a permis à bon nombre d'envahisseurs de s'introduire dans la salle. Vous prodiguez un trépas définitif à tous les morts-vivants qui passent à portée de votre bras. Les hideux rejetons finissent par être rejetés jusqu'à la sortie et rares sont les survivants à regagner en détalant les rangs de ceux qui encerclent toujours le palais. Je ne comprends pas bien la phrase. Les hideux rejetons finissent par être rejetés jusqu'à la sortie et rares sont les survivants à regagner en détalant les rangs de ceux qui encerclent toujours le palais. D'accord. Le souffle court, vous observez la meute rester en retrait. Pourquoi n'attaque-t-il pas en bloc, mais plutôt en vagues successives? Vous ne sauriez le dire. Quoi qu'il en soit, ils semblent encore assez nombreux pour avoir raison de votre ténacité. D'autant plus que les combats se poursuivent dans les autres parties du palais. Réduisez de 6 la valeur de votre effectif. Vous pouvez continuer de garder l'entrée principale, gagner le jardin clos ou venir en aide à se charger de bloquer les ouvertures latérales. Je vais aller voir les ouvertures latérales au 462. Mais je perds 6 prêtres. Ça, c'est embêtant. Je passe à 17. Alors, 462. Un corps vous percute violemment au moment où vous alliez pénétrer dans la pièce. Celui d'une femme couverte de sang, à la toge noircie et au visage brûlé. Vous relevez ces sinistres détails avant qu'elle s'écroule face contre terre inerte. Vous vous penchez pour la prendre par l'épaule, mais la malheureuse a déjà rendu son dernier souffle. Au feu, au feu! Un cri d'alarme vient en un instant confirmer l'éclat orangé sur les murs de 2 pièces proches et l'odeur de bois brûlé qui en émane. Vous jaillissez parmi les défenseurs affolés qui ne savent comment éteindre le début d'incendie tout en luttant contre les nécropaïs.
Ceux-ci profitent en effet de la distraction pour s'introduire par les fenêtres. La horde de nourrissons trépassés a réussi, vous ne savez pas quel moyen, à enflammer certains meubles encore proches des ouvertures. Diminue de 3 vos effectifs. Rendez-vous au 320 si vous avez le mot combustible en code, ou 612 dans le cas contraire. Je l'ai, donc je diminue de 2 au lieu de 3. Ça fait 15. Ça diminue dangereusement. Alors, je vais en 320. 320, 320. Vous ne pensiez qu'à donner plus de liberté de mouvement aux défenseurs lorsque vous aviez demandé à ce qu'une partie du mobilier soit déplacée. Cette intuition changera peut-être le cours de la bataille, car l'incendie s'avère ainsi plus facile à maîtriser, les flammes se propageant moins vite à l'intérieur des pièces touchées. Vous intimez l'ordre à quelques disciples d'étouffer sous du linge les débuts de foyer, tandis que vous vous efforcez de les protéger implacablement. Votre arme taille en pièces tous les nécropaïs qui passent à sa portée. Réduisez de 2 le nombre de prêtres survivants, puis poursuivez au 61. 61. Donc je n'arrête pas. Donc de 2, ça fait 13. 61. Votre intervention porte ses fruits, car les dernières flammes s'étouffent sans avoir réussi à se propager jusqu'à la charpente. Vous pouvez vous consacrer pleinement à la défense des fenêtres par lesquelles tentent de s'infiltrer les assiégeants toujours aussi nombreux. Puisque plusieurs prêtres ont ici trouvé la mort et qu'aucun renfort ne semble vous parvenir, vous devez oublier votre fatigue et vous battre sans reprendre votre souffle. Règle avancée, lancez les dés et diminuez votre niveau de santé d'un cran si vous obtenez 6 ou moins. Il vous est possible, avant le lancer, de sacrifier de l'héroïsme pour augmenter le résultat, d'autant que le nombre de points ainsi dépensés. Alors, je n'ai pas d'héroïsme, comme ça, c'est réglé. Alors, 6 ou moins. Eh bien, c'est pas mon jour, ça fait 5. Donc, je passe donc blessé, niveau 1. 2, si j'ose dire. Alors, rendez-vous au 364. Je ne sais même pas si je vais survivre à Delos. Les fidèles d'Apollon se sont tous bravement démenés, surtout pour un baptême du feu chez ces femmes et hommes pacifiques. Mais la fatigue et le découragement commencent à peser sur leurs bras. Les assauts successifs de la horde des nécropaïs ne leur ont laissé aucun répit et leur combativité s'en ressent. Vous-même n'avez plus la force de les galvaniser de la voix, comme vous le faisiez jusqu'à présent. Vous reculez peu à peu vers le cœur du temple, tandis que continuent de s'infiltrer du dehors les immondes rejetons des rats. Réduisez de 4, avec le sigle donc de 3, vos effectifs. Rendez-vous au 448 s'il reste au moins 6 prêtres encore debout, ou 115 si les effectifs sont inférieurs à 6. Donc je réduis de 3 et je suis à 10. C'est un peu brouillon dans l'affaire, mais que voulez-vous, le résultat est là, c'est ce qui compte. 448. Oula, c'est un gros paragraphe, c'est inquiétant. Enfin bon. Alors le 448, il a l'air énorme.
Bien que la horde semble se régénérer à l'infini avec l'apparition incessante de nouveaux nécropaïs, vous constatez bientôt une diminution de l'afflux d'ennemis. Les monstruosités introduites dans l'enceinte vous poussent toujours sans relâche à lutter pied à pied, mais les ouvertures du palais sont désormais moins prises d'assaut. Cette vision vous galvanise. Grâce au soutien des 2 hommes d'armes qui ont fini par vous rejoindre dans la fureur des combats, vous partez à la reconquête de l'entrée principale et laissez dans votre sillage un cortège de petits corps fracassés. À l'extérieur, les ennemis encore présents ne se comptent plus que par poignées éparses et désorganisées. Même au prix de nombreuses vies dans le rang des prêtres, vous allez réussir à repousser pour de bon l'envahisseur. Le cri d'allégresse qui vous monte aux lèvres meurt cependant avant de les franchir. Une dizaine de nécropaïs qui s'apprêtaient à vous foncer dessus dans un baroud d'honneur s'égayent lorsque le sol boueux s'affaisse brusquement sous leurs pieds. La terre tremble tandis que se forme un énorme cratère, prélude à l'apparition d'une créature fouisseuse. Une tête ophidienne et démesurée émerge alors de l'orifice, suivie par un corps écailleux aussi large que le porche principal et long d'une centaine d'empans. Une fois entièrement sorti du sol, le serpent géant est parcouru par un tremblement avant de s'élancer à l'assaut de votre position. Ce nouvel adversaire se trouve ici pour servir à son tour la vengeance des rats. Vous luttez contre votre premier réflexe de fuite et faites front. Vous constituez en effet l'ultime rempart face à cette entité désireuse de dévorer jusqu'au dernier les résidents de Délos. Votre arme s'élève tandis qu'approche par reptation régulière le serpent dont les yeux fendus et dilatés sont embués par un étrange tourbillon noirâtre. C'est un python. Alors je vais pouvoir lui décocher 2 flèches. Modificateur de combat, +1 ou 0, voire règle spéciale. Et cette créature est en excellente forme. Règle spéciale. Effectuez une épreuve mentale de difficulté 9 avant le premier assaut, mais après les tirs éventuels. Si vous l'échouez, le regard hypnotique ralentit vos réflexes et le modificateur de combat passe à 0 pour la durée de l'affrontement. Aïe. Changez tous les résultats E-genoux, E-mains, E-côtes en E-blessés. D'accord. Ce qui paraît logique. Bon, les amis, c'est un combat contre un python. Alors, on va d'abord faire les tirs éventuels. Donc, c'est une épreuve physique. Il faut que je fasse... Alors, 8 pour cette épreuve physique, +1, -1, pas de modificateur. Première flèche. C'est réussi, la créature passe... Alors, on va noter là-dessus, hop, par une petite croix. Donc, elle passe au niveau 4 de santé, c'est pas plus mal. Ensuite, eh bien, c'est raté. Ensuite, l'épreuve mentale. Donc, on a dit l'épreuve mentale, c'est une épreuve au regard hypnotique de difficulté 9. Alors, en mental, j'ai +2. J'ai +2, mais j'ai -1 aux épreuves à cause de ma petite feuille de personnage ici. Donc, +1 seulement. Il faut que je fasse 9, c'est difficile. Et bien, c'est réussi. Donc, j'ai un modificateur de combat de +1. Allons-y. Alors, je vous remontre un petit peu la grille. Donc, je suis ici en santé. Je suis ici, donc en santé. Et l'ennemi est pour l'instant ici. Donc, c'est cette colonne-là. Et je vais jouer donc avec un modificateur de +1, ce qui va m'aider. Premier assaut. 7. Alors 7, ça fait nul. Je continue. 8. 7, non, ça faisait 8. Je dis des conneries. Alors, ennemi, perte d'équipement. Perte d'équilibre. Pourquoi équipement? Perte d'équilibre. Votre adversaire est sur le recouloir et vous bénéficiez d'un bonus de +1 à votre prochain jet de dés.
Donc là, du coup, ça fait non pas 8 plus 1, 9, ça fait 10. 10, 10. Bon, c'est mon deuxième combat, donc j'y vais encore mollo, quoi. Donc il est blessé. Donc il passe au niveau 3. Troisième assaut. 9 plus 1, 10. Reblessé. Ça se déroule pas mal. 4. Alors, 4, voyons où est-ce qu'on en est. Donc là, il est là. 4 plus 1, 5. Je suis étourdi. Étourdi. Votre ennemi doit... Étourdi, pardon. Étourdi. Vous subissez un malus de moins 2 à votre prochain jet de dés. Donc du coup, ça ne fera plus que moins 1 sur ce jet de dés. 7 moins 1 égale 6. Ça fait nul. Heureusement qu'il est amoché. Hein. 3 plus 1... Enfin, 4 plus 1 égale 5. 5. Je suis étourdi. Donc j'ai un malus de moins 1 sur ce jet de dés. 6 moins 1 égale 5. Égale 5. Je suis encore étourdi. Donc encore un malus de 1. Aïe, 5 moins 1 égale 4. Je suis blessé. Je suis à l'agonie, les enfants, je suis à l'agonie. Donc c'est plus la même table, maintenant c'est celle-ci. Donc autant dire que ça va être difficile. Donc j'ai toujours mon plus 1. Mmh. 5 plus 1 égale 6. L'ennemi 6, nul. Double 6, plus 1. Ah, l'ennemi est vaincu. On va aller plus loin dans l'aventure. Je m'en sors bien. Et voilà. Alors, Python est vaincu. Je suis sorti vainqueur de ce duel titanesque, donc je vais au 535. On a une petite illustration. Voici la bête. Votre dernière attaque perfore l'œil droit du reptile après que sa bouche s'est refermée dans le vide à un empan de votre épaule. L'énorme tête choit lourdement sur le sol dans un nuage suffocant de poussière qui vous pousse à vous écarter. Lorsque retombent enfin les particules en suspension, quelle n'est pas votre stupéfaction de voir une femme s'extraire du monstre en soulevant sans effort la mâchoire supérieure. Votre dos rencontre une des colonnes du péristyle, tandis que l'apparition pose un pied nu sur la pierre du parvis. Svelte et drapée dans une toge mauve qui plisse harmonieusement sur sa poitrine généreuse, elle vous contemple sans rien dire, les lèvres pincées et des ridules sévères au coin des yeux. Bien que cascadant sur ses épaules découvertes, sa longue chevelure châtain est retenue au-dessus du front par une tiare triangulaire façonnée dans l'or le plus pur. Ce bijou, plus l'impressionnant sceptre du métal qu'elle tient en main, ajoute à l'aura de majesté presque palpable qui émane de son auguste silhouette. Enfin, Héra s'adresse à vous d'une voix froide et coupante comme un éclat de verre. Ta valeur au combat est admirable. Que représente Leto pour toi? Quelles furent ses promesses pour risquer ainsi ta vie et encourir ma colère? Elle ne mérite pas de mourir, rétorquez-vous. Les fidèles de Napoléon non plus. Ce que vous lui reprochez n'est pas de son fait. J'y vois une forme d'injustice. Vous avez réussi à ne pas trembler, un réel exploit tant vous craignez les représailles de la déesse. Celle-ci s'avance et vous prend soudain le menton d'une main pour river ses prunelles azur dans les vôtres. Une douce chaleur émane de sa peau et cette sensation vous engrandit les muscles, vous empêchant de réagir. Tu as vu mon fils dégénérer récemment. Je comprends mieux.
Elle vous relâche, puis accomplit un pas de côté pour vous jeter un œil à travers l'ouverture. Cherchant du regard la titanite cachée à l'intérieur du palais. Pour jeter un œil à travers l'ouverture, cherchant du regard la titanite cachée à l'intérieur du palais. Tu ne connais rien aux notions de la justice, de ce qui est bien ou mal, mérité ou non. Mais je vais te laisser la vie, à toi et à ta chair protégée. Dis à Leto que son châtiment viendra plus tard. En attendant, elle peut vivre encore un peu dans la peur. À ouïr ces paroles, vous baissez sombrement les yeux. Continuez au 352. « 352. Vous le relevez la tête avec intention de poser une question à la déesse, mais celle-ci a disparu, évanouie dans l'air, sans laisser la moindre trace de sa présence. Les nécropaïs également ne sont plus qu'un ancien cauchemar. Vous n'apercevez aucun rescapé de la horde, même leurs dépouilles semblent s'être volatilisées. Impossible cependant d'en dire autant des nombreux fidèles d'Apollon tombés au combat. Votre cœur se serre à la vue de tous ces corps ensanglantés, autour desquels se lamentent les survivants. Le temple et le palais de Lélos ont été sauvés grâce à votre intervention, mais à quel prix ? Voir la titanite pleurer sans retenue en portant l'une de ses dépouilles dans ses bras à la manière d'un enfant vous fait à votre tour monter les larmes aux yeux. Mais quand elle vous aperçoit dans l'encadrement du porche, Leto trouve la force de vous adresser un pâle sourire et d'une inclinaison de la tête vous enjoint à la rejoindre tandis qu'elle porte son funeste fardeau jusqu'à une chambre à l'écart. Les mots ne suffisent pas pour t'exprimer ma gratitude. Sans toi, mes protégés seraient tombés jusqu'au dernier. Quant au sort que me réservait Héra, je n'ose y songer. Vous ne répondez rien, tandis qu'elle vous conduit jusqu'à une autre pièce, scellée par une porte en pierre. D'un simple contact de sa main, le panneau s'ouvre et dévoile un amoncellement hétéroclite de meubles ouvragés, de tentures exotiques, d'effigies miniatures représentant des animaux inconnus. La titanite s'approche d'un bouclier rond suspendu en hauteur et le décroche pour vous le tendre. Lourd et imposant, il mesure presque 2 coudées de diamètre. Du bronze vierge de symbole recouvre son armature de bois, tandis qu'une lamelle d'argent polit le sein sur tout son pourtour. Cet aspi doit bien peser dans les 14 ou 15 mines. S'il s'agit d'une récompense, vous ne savez comment refuser avec délicatesse cette arme précieuse, quoique bien trop encombrante. Merci, mais l'égide a été forgée par Héphaïstos pour Athéna, il y a longtemps. Mais pour une raison que mon fils ne m'a jamais confiée, la déesse guerrière lui a ensuite donné le bouclier. Lors de sa dernière visite, il a voulu le déposer ici. Peut-être pressentait-il sa capture par le maître des forges. Toujours est-il que je veux te l'offrir, en gage de remerciement. En examinant l'arrière de l'aspi, vous y découvrez un ingénieux système de sangles jumelles et coulissantes qui vous permettent de l'attacher aussi bien à l'avant-bras pour le combat qu'à votre épaule, afin de le transporter plus commodément. C'est de cette manière que vous acceptez le divin présent sous le regard satisfait de Leto. Ajoutez le bouclier d'Athéna à vos objets et augmentez de 4 points votre valeur d'héroïsme pour avoir sauvé les disciples d'Apollon de l'extermination. Ah, enfin un succès sur ce jeu. Donc je vais faire un petit peu de maintenance. Donc ici, on dit 4. Alors 4 en héroïsme. Et je vais rajouter donc en objet bouclier. Il faut l'autre feu de celui-ci est trop épais. Et voilà. Je continue. Alors. Le jour ne va plus tarder à se lever
mais la maîtresse de Délos vous ordonne de vous reposer malgré tout. Elle badigeonne elle-même vos plaies d'un onguent de sa composition, avant que vous vous couchiez. Lorsque vous vous extirpez peu après le secours-sommeil, les affres de la bataille ne vous en semblent plus qu'un lointain souvenir. Montez de 2 crans votre niveau de santé, puis faites passer votre niveau d'errance à la 2e partie du jour suivant. Alors, on va faire ça tout de suite. Donc, je repasse au niveau 3. Et je passe à la 2e partie. Alors, pas se planter parce que j'ai un peu de mal là avec leur truc. À la 2e partie du jour suivant. Donc là, c'est pile poil. Je devrais, sauf erreur, arriver en 37. C'est chose faite. Bon, bah, cette vidéo se prolonge. Que voulez-vous? Tant mieux. On va mettre ça à l'endroit. Il est désormais temps de quitter l'île afin de poursuivre votre quête. Vous en avez bien sûr parlé à la Titanide, mais aucun récent visiteur de passage au temple n'a rapporté d'histoire susceptible de vous aiguiller sur la piste d'Aphrodite. Vous acceptez avec émotion les remerciements éperdus des survivants, mais finissez par leur dire adieu pour regagner votre voilier, heureusement ignoré ou non repéré par les abominables rejetons des rats. Retournez à la section navigation. Alors, section navigation, où est-ce que je vais aller? Section navigation. Donc, alors j'ai un doute, je n'ai pas noté où se situe la Gorgone. Je ne sais plus si c'est... Alors, c'est pas Mykonos, ça m'aurait frappé. Je crois que c'est Syros. Donc je vais aller à Syros. Alors notez que j'ai pas mis des croix sur les îles où je me suis rendu. Enfin, bon, c'est pas difficile de retenir les îles où l'on se rend, je trouve. Mais je vais quand même le faire vite fait. Donc, Séphiros, c'est fait. Délos, c'est fait. Alors, je ne sais plus si c'est à Paros ou à Syros. Bah, c'est pas grave, je vais faire les deux. Donc là, je vais me rendre à Paros, parce que c'est un petit peu plus au sud. Donc Paros, c'est ici. On a un petit épi de blé et un temple. Alors, Paros... Paros, donc ça fait quoi? Délos à Paros. Il y a quand même Déros à Paros. Paros, Délos. Ça fait 1. Ça fait 1 et c'est le 620. Alors. 620. Au niveau de ma navigation, ça donne quoi? Ça donne quoi? Donc c'est plus 1, je passe à 38. Donc j'arrive le soir tombé. C'est un petit peu embêtant, mais c'est comme ça. Donc voici où j'en suis. Je suis grosso modo à la moitié, presque à la moitié de l'aventure. Au mieux. Puisque ces côtes abruptes n'offrent que peu de mouillage favorable aux populations de pêcheurs, les habitants de Paros travaillent depuis des générations une terre fertile et nourricière. Les récoltes de grains y sont si abondantes qu'il en est acheminé jusque dans les cités du continent. De l'orge bien sûr, mais également du millet et même du blé. Guère surprenant que le culte de Déméter y soit si populaire d'après vos souvenirs. L'île s'avère bien plus basse que la moyenne de celles qui composent l'archipel, avec à peine quelques collines à prairies en son centre, cernées par les champs de céréales et d'oliviers. Une crique tout en longueur, abritant quelques barques à voile, devant une poignée de cahutes, peut permettre d'accoster si le cœur vous en dit. Un ancien, encore vigoureux, propose son aide pour l'amarrage, puis vous invite à suivre un chemin poussiéreux qui vous mènera au hameau le plus proche.
Il n'y aura pas grand-chose ici pour te distraire, ajoute-t-il en vous désignant deux de ses compères occupés sur le seuil d'une cabane à gratter des chapelets de moules à l'aide de petits couteaux. À moins que tu ne veuilles vous aider, s'exclame-t-il. Une autre fois, peut-être, répondez-vous sur le même ton de la plaisanterie. Merci encore. Les trois grands-pères vous adressent des signes de la main, puis vous grimpez le sentier indiqué jusqu'à atteindre le sommet de la butte dominant la rade. De l'autre côté, s'étend un patchwork de champs jaunis par le soleil qui rayonne autour d'une bourgade visible à une vingtaine de stades de là. Nulle ferme isolée dans les parages. Toutes les granges et étables sont réunies dans le hameau que l'on a entouré d'une palissade sans utilité défensive, uniquement pour le parquage des bêtes de somme. Seul un temple imposant se tient à l'écart, plus en direction des collines au cœur de l'île. Vous notez de l'activité dans le village, mais personne ne travaille aux champs alors que l'époque des moissons est déjà entamée. Vous comprenez pour quelle raison en cheminant à travers les cultures. L'orge pourrit sur pied. Bien qu'il n'ait pas eu le temps de croître à hauteur de cuisse, le voici déjà brun et taché de minuscules champignons. Un arôme d'âcre, fermentation, plane aux alentours et des essaims de moucherons dansent d'allégresse au-dessus de ce spectacle désolant. Vous pivotez soudain en voyant du coin de l'œil une silhouette dressée parmi les misérables tiges. Mais ce n'est qu'un épouvantail. Une abomination, certes, avec son corps ventru et ses membres épais en paille moisie, ses doigts flétris, taillés dans de l'aubépine, et la souche évidée qui lui tient lieu de tête. Rien cependant de nature à menacer votre vie et vous poussez un soupir vexé d'avoir sursauté pour si peu. Vous pouvez filer vers le village, suivre un autre chemin entre deux champs qui mènent directement au temple, ou vous approcher de l'épouvantail. Je vais m'approcher de l'épouvantail qui m'intrigue. 586. Alors, 586. Ce livre est difficile à manipuler, surtout en faisant une vidéo. À peine avez-vous quitté le sentier pour piétiner les plants desséchés que l'homme de paille s'anime. Un mugissement animal monte de l'orifice grossier qui lui sert de bouche, tandis que ses jambes s'ébranlent dans un froissement d'herbe foulée. L'odeur de végétaux en décomposition devient tout bonnement insupportable à mesure que s'approche l'être de cauchemar, ses griffes ligneuses tendues dans votre direction. C'est un esprit de pourriture. Je puis lui décocher 2 flèches, modificateur de combat plus sain, et il a un niveau excellente santé. Règle spéciale. En raison de sa constitution, tous les résultats E-côte, E-genou, E-main, E-tête infligés à votre adversaire deviennent des résultats E-blessés, tandis que E-étourdi et E-perte équilibre se changent en nul. C'est assez simple, on va y aller. Alors, je vais d'abord lui décocher 2 flèches. Un petit rappel, j'ai quand même 4 points d'égoïsme, donc je vais peut-être en dépenser... Alors on va voir mes flèches d'abord. On va voir mes flèches. Alors, première flèche. C'est raté et ça va me coûter trop cher pour la faire atteindre au but. Donc je ne consomme pas de points d'héroïsme. J'ai plus 1, je rappelle, en épreuve physique, donc ça fait... faut 8, hein. 4, ça fait 7, plus 1, 8, c'est réussi, donc il passe à niveau 4. Ensuite, moi je suis en niveau 3 de santé, c'est-à-dire ici. C'est cette colonne et donc notre esprit de pourriture est dans cette colonne-là. Alors ça fait 8. 8 plus 1 égale 9. Donc 9, l'ennemi est blessé. C'est tout bon. Je continue. 4 plus 1 égale 5.
Alors 5, l'ennemi est ici. Je suis étourdi. Étourdi, c'est quoi déjà? Malus de -2 au jet suivant. Donc ça fait -1. Aïe, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. 2, 2 moins 1, 2 ou moins donc. Donc je suis blessé à la tête. Aïe. Je suis blessé à la tête. Vous, ça fait quoi? Cette blessure au crâne saigne abondamment. Vous restreignant soudain la vision. Votre niveau de santé descend d'un cran. Tous vos jets de dés sont pénalisés de 1 jusqu'à la fin du combat et vous ne pouvez plus utiliser de points d'héroïsme jusqu'à son terme. Si je reçois un nouveau coup à la tête, c'est fini. Donc je passe. J'ai -1 aux épreuves. Et donc du coup sur mes jets de dés, c'est 0. 7. 7. Donc j'ai changé de table. Donc ça fait ennemi, perte d'équilibre. C'est nul donc. 9. 9, ça fait ennemi blessé. Il est niveau 2. Je continue. 9. Et ben c'est encore mieux. Ennemi vaincu. Bon. Je pensais pas passer le combat pour tout vous dire. Je suis venu à bout de cet esprit de pourriture. J'espère qu'il y a une récompense, ça serait sympa. N'est-ce pas? Alors. Ouais, donc c'est un combat gratuit, ça. Ça ne sert strictement à rien. Et j'ai perdu un cran de santé. Alors, je peux aller vers le village ou vers le temple. Bon, allez, je vais choisir le temple. 134. Vous auriez misé quelques drachmes dessus, en raison de l'importance de Déméter dans une île agricole comme Paros. La sculpture en forme de flambeau qui surmonte le fronton triangulaire confirme l'appartenance du temple au culte de la déesse nourricière. Une vingtaine de ses fidèles sont présents dans les alentours. Augmentez d'1 point votre niveau d'errance. Alors, 1 point niveau d'errance, je passe à... la nuit est tombée, je suis à 39. Et voilà. Casse-pied ces bouchons, ça me prend du temps pour les remettre, c'est chiant. Plus vous vous approchez et mieux vous percevez les plaintes des laboureurs. Certains sont même venus avec femmes et enfants pour convaincre l'hiérophante et ses acolytes d'accomplir quelques miracles à propos des récoltes perdues. Tous se tournent cependant dans votre direction lorsque vous parvenez devant les imposantes colonnes doriques en hexastyle qui composent sa façade ouverte. Le chef du culte est alors bien le seul qui ne soit pas surpris par votre apparence. Au contraire, un sourire ravi fleurit sur le visage émacié, de ce grand échalas en toge brodée. « Bienvenue, toi qui viens nous aider. » S'adressant de nouveau à ses ouailles interloquées, le prêtre déclame avec une expression extatique. « Notre mère, Terre, nous l'avait annoncé, nos maux seront soulagés par quelqu'un du continent. Tu représentes notre salut, s'exclame-t-il en vous apostrophant de nouveau. Viens accomplir les rites sacrés et nous sauver de la famille. Les 3 autres dévots imitent alors leur guide spirituel en s'écartant pour vous laisser l'accès au Naos, le cœur du temple. Cette proposition ne vous inspire guère. Vous n'ignorez pas combien les dieux peuvent s'avérer impitoyables envers ceux qui leur manquent de respect. Mais vous n'avez pas le temps de protester que l'ensemble des insulaires vous presse d'entrer et vous n'avez d'autre choix que de passer dans la pénombre de bâtiments consacrés. L'intérieur est vaste et rempli de nombreux objets votifs ou représentations liturgiques. Mais 2 éléments d'importance s'imposent tout de suite à votre esprit. Premièrement, 2 animaux se trouvent présents dans ce lieu de culte. Un taureau blanc et un cochon. L'animal cornu est une bête magnifique qui dépasse les 3 coudées de hauteur au garrot. Sans entrave, il est paisiblement couché à même les dalles dans un angle du fond.
Plus près de vous, contre le mur de droite, est attaché à un pilier le verra. Guerre nourrie à en juger ses flancs creusés. Leur présence et le couteau droit que vous tend le prêtre vous rappellent que des sacrifices animaux sont pratiqués pendant les rites de l'Ésis en l'honneur de Déméter. En second lieu, vous notez que la presse s'est enfin écartée et que plus personne n'est en mesure de vous barrer le chemin au cas où vous souhaiteriez quitter le temple. La presse, la foule, je suppose. Rendez-vous au 461 si vous avez coché le nom de la muse Terpsichore. Sinon, vous pouvez prendre l'arme blanche et vous diriger vers le port ou vers le taureau. Enfin, si vous préférez quitter en vitesse la compagnie, seules quelques prestations vous poursuivront, mais sans vous empêcher de rejoindre le village. Bon, on va égorger le taureau, hein, un sacrifice, il faut que ce soit un beau sacrifice. Alors, je vais noter quand même cette histoire de Terpsichore. Il faut prendre des notes, que voulez-vous. Donc, à Paros, nécessite Terpsichore, Terpsichore, que je connais pas bien, je dois avouer. Alors, je vais sacrifier le taureau, évidemment. Donc, je vais en 390. À votre approche, le noble animal lève la tête avec une vivacité peu commune pour un ruminant dans son genre. Peu commune, voire peu naturelle, songez-vous en plongeant votre regard dans ses yeux saillants aux iris bleus comme des topazes. Le taureau blanc se lève, alors en soulevant sans effort sa masse respectable, pour se diriger vers la sortie du naos. Les fidèles et leurs ouailles s'écartent sur son passage, subjugués par le magnétisme évident qui en émane. Vous-même lui emboîtez le pas après avoir lâché le couteau au sol, obéissant à quelques silencieuses injonctions. 578. Après la pénombre du temple, la clarté aveuglante du soleil ardent vous pousse à protéger vos yeux. Impavide, le taureau vous jauge de son regard bleu, minéral. Vous sursautez quand une voix grave résonne dans votre crâne. Suis-moi. L'animal s'ébranle alors pour tourner à un coin du bâtiment. Le cœur battant comme un tambour, vous lui emboîtez le pas en longeant la façade jusqu'à ce qu'il se retourne de nouveau au milieu de fleurs sauvages qui égayent l'herbe jaune desséchée. Personne dans les environs pour vous voir, sans doute était-ce d'ailleurs là l'intention première de votre guide. Vous lâchez un très bref instant du regard, ce dernier, en entendant deux personnes se héler dans un champ lointain. Le taureau a disparu lorsque vous reportez votre attention sur lui. À sa place se tient debout, poing sur les hanches, un homme à la peau plus dorée que mate et dépourvu de toute pilosité. Il est drapé dans une courte tunique ne dissimulant aucunement les muscles longs et développés qui saillent à ses jambes, à ses bras et à ses larges épaules. Sa chevelure épaisse, ondulée et couleur argent est retenue à son front par un bandeau de cuir serti de diamants. Des bracelets du même acabit entourent ses poignets. Même si vous ne l'aviez encore jamais vu, même s'il diffère singulièrement de ses représentations statuaires, vous savez qui il est en croisant une fois de plus son regard de glace, et cette révélation vous donne envie de tomber à genoux. Peur viscérale, humilité frisant la honte de soi, désir de lui complaire, toute votre volonté est nécessaire pour lutter contre ces sentiments mêlés. Avec un certain succès, car votre gorge se dénoue tandis que vous vous inclinez légèrement. Mes hommages, ô Zeus. Nous sommes en présence de Zeus, je suis interloqué. Je le reçois avec plaisir. Maintenant, tu vas m'écouter attentivement, car j'ai une tâche à te confier. Le ton adopté par le maître de l'Olympe est bienveillant, même si chacun de ces mots claque comme un coup de tonnerre. Bien qu'il les prononce à présent de vive voix,
Il semble rouler dans l'air et se frayer un chemin dans vos oreilles jusqu'à meurtrir vos tympans et faire trembler de l'intérieur votre boîte crânienne. La situation à Paros est simple, mais il faut la résoudre plus tôt car elle risque de s'étendre à travers toutes les terres jusqu'en Barbarie. Mon frère Hadès a épousé la fille de Déméter, Perséphone. Elle règne désormais avec lui sur les enfers, depuis son palais souterrain. De ce côté-là, aucun problème, mais ma sœur Déméter n'aurait jamais accepté cette union. En découvrant la disparition de sa fille, elle ne s'est plus préoccupée que de la retrouver et a délaissé toutes ses responsabilités concernant les récoltes. Tu comprends maintenant pourquoi nous en sommes là ? Demande Zeus en balayant la campagne de son bras. Vous opinez machinalement en tâchant de vous ressaisir. L'incrédulité et le désarroi vous étreignent pendant qu'il parle. Quand avez-vous commis une faute pour que les dieux se dessinent ainsi à croiser votre chemin ? Votre stupéfaction atteint son comble quand le glorieux immortel se gratte la nuque d'un air embarrassé. Malheureusement, je dois concéder être un peu responsable de la situation. Je suis allé dans le sens de mon frère, en encourageant cette union, et je me suis trompé. La petite n'aurait jamais dû aller là-bas. Trop tard pour les regrets. Et aucun dieu n'a la possibilité d'accéder au royaume des morts. C'est là que tu interviens. Il marque une pause, mais déglutit. Vous êtes encore incapable du moindre geste. On trouve sur Paros une entrée vers les enfers. Un mortel courageux peut descendre et y trouver Hadès pour le convaincre de laisser revenir Perséphone. Tu serais d'accord ? Même si vous n'en menez pas large, le moment est peut-être idéal pour lui proposer de se trouver un autre volontaire au suicide puisqu'il vous pose la question. Vous pouvez vous fendre d'un « s'il le faut » fataliste, ou révéler qu'une autre divinité a déjà fait appel à ses services pour une tâche qui ne saurait souffrir d'un si long délai. On me propose d'aller dans les enfers, je vais y aller. Et puis rendre service à Zeus peut me servir à coup sûr. Donc je vais y aller, mais je vais y aller sur une autre vidéo parce que je commence à perdre mon souffle et à faire des fautes de lecture un peu plus importantes qu'à l'accoutumée. Donc ça sera pour la suite de cette aventure, ma foi, assez passionnante. J'aime beaucoup ce livre en dehors des nombreuses petites coquilles qui traînent. Je vous dis à ciao. Je ne vais pas vous dire bonsoir parce que ici c'est l'après-midi. Alors la prochaine fois vous verrez ce meuble, il sera illuminé sur l'arrière et ça devrait rendre, j'espère, du plus bel effet pour mes prochaines petites vidéos. À bientôt.